vais juste ouvrir mon iPad. J'essaie d'être carboneutre pour mes notes. Donc, je suis content de vous voir, de voir beaucoup de visages connus dans la salle que je n'ai pas revus depuis longtemps, pour vous parler en fait du sujet de la conférence qui va porter sur l'harmonisation de l'encadrement des produits et des services financiers offerts dans le secteur de l'assurance de personnes, mais aussi dans le secteur des valeurs mobilières. Donc, ce que je vous propose pour la présentation, c'est une approche en 4 temps. Premièrement, une mise en contexte. Donc, l'objectif va être de vous dire en fait pourquoi on pense dans le groupe de recherche, pourquoi on en est venu à s'intéresser aux services d'investissement, puis pourquoi on pense que c'est pertinent de le faire. Je vais ensuite placer quelques jalons historiques juste pour vous démontrer que, essentiellement, on n'est pas en train de vous dire qu'on pense que ces réflexions-là nous appartiennent. Ça date depuis déjà plusieurs années, voire des décennies. Puis ensuite, le cœur de la présentation, c'est sur les constats ciblés. Peut-être juste attirer votre attention sur le mot « ciblé », c'est-à-dire que vous comprendrez qu'en 20 minutes, on n'aura pas le temps de regarder tous les constats de notre projet de recherche. On en a sélectionné quelques-uns, mais pour la plupart, vous allez obtenir le traité dont a parlé Cynthia, qui va inclure tous nos résultats de recherche. Et finalement, dans un 4e temps, je vais brièvement conclure. Donc, premier point, pour entrer dans le vif du sujet, mise en contexte, les services d'investissement dans le secteur de l'assurance et des valeurs mobilières. De quoi on parle? Bien, premièrement, pour vous situer, pour ceux qui sont moins familiers avec les travaux du groupe de recherche, sous le leadership de la professeure Crête, on a travaillé depuis 2007 beaucoup au niveau des services d'investissement en valeurs mobilières, donc les services des intermédiaires, les conseillers, les courtiers. Puis ça a donné lieu à beaucoup de publications. Et à partir de 2015 environ, on s'est aussi mis à s'intéresser au secteur de l'assurance dans sa portion investissement. Puis je vous dirais essentiellement pour 3 raisons. Première raison, bien, la plupart, vous êtes des praticiens du secteur financier à Québec, donc je ne vous apprends rien en vous disant que dans la ville de Québec, c'est une ville d'assurance. Les sièges sociaux sont beaucoup dans la ville de Québec. Donc, il y a un peu une logique un peu, je dirais, géographique à s'intéresser à l'assurance. Puis la deuxième raison, qui est un aspect plus de recherche, c'est qu'il n'y a pas grand-chose sur la régulation financière de l'assurance. Puis là, je fais la précision. En littérature juridique, il y en a plusieurs qui s'intéressent aux contrats d'assurance, mais régulation financière entendue comme l'encadrement de la vie corporative d'un assureur ou la distribution de produits et services financiers, il y a très peu de choses. Puis, dernier point d'intérêt pour s'intéresser au secteur des services d'investissement, surtout à la gestion des fonds collectifs. Juste pour vous donner quelques chiffres, les fonds d'investissement en 2021, c'était 2 000 milliards de dollars selon les données de l'IFIC, par opposition à environ 400 milliards de dollars au niveau des fonds distincts. Donc, c'est quand même une portion très importante de l'économie des Canadiens. Donc, fort de ça, nous, on s'est demandé bien, comment est-ce qu'on pourrait approcher la question de l'intérêt de l'encadrement de l'assurance. Bien, on s'est dit, pourquoi pas construire sur l'expertise qu'on avait déjà développée en valeurs mobilières. Donc, on s'est dit, plaçons-nous dans la perspective de l'épargnant, qui est vraiment le cœur de nos projets de recherche, en nous disant, l'épargnant qui, en fait, ne connaît pas grand-chose au secteur des services d'investissement, bien, étonnamment, il peut avoir des services similaires par deux canaux d'acteurs différents. Donc, le canal plus courant des valeurs mobilières, donc il pourrait avoir, par exemple, des parts de fonds d'investissement qui vont être offerts par des courtiers en valeurs mobilières, mais il pourrait aussi avoir des produits similaires qui sont offerts par les assureurs à même leurs fonds distincts. Donc, on pense, la professeure Crête en a parlé brièvement, on pense aux polices d'assurance vie universelle, aux contrats individuels à capital variable. Puis je fais la précision, quand on parle de services d'investissement pour les assureurs, ce qui nous intéressait, nous, pour nos travaux, c'est vraiment l'assureur avec son chapeau assureur. Donc, on est très conscient que les assureurs, aujourd'hui, la plupart travaillent au sein de groupes financiers intégrés. Donc, par exemple, Industrielle Alliance ou Beneva vont avoir des filiales en valeurs mobilières. Mais quand on parle investissement en assurance, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les produits offerts par l'assureur. Et tout ça, bien évidemment, dans l'objectif de s'assurer, est-ce qu'il y a une uniformisation dans l'encadrement juridique qui s'applique pour ces deux canaux-là, dans le but de savoir l'épargnant, lui, qui n'est pas au courant, est-ce qu'il en fait bénéficie de la même protection pour ces deux canaux de distribution et de production. 2 petites précisions méthodologiques. La première, c'est que ce qui nous intéressait dans le projet de recherche, c'était les épargnants pris individuellement, puis non pas les épargnants d'un point de vue collectif. Donc, on est bien au fait qu'une part importante des activités aussi des assureurs, c'est l'offre de produits sur une base collective, des rentes collectives ou d'administrer, par exemple, des régimes de retraite. Mais on a décidé d'écarter ça de l'analyse parce que ça fait vraiment appel à un corpus juridique qui est très, très particulier. Puis ce n'est pas nécessairement les mêmes défis que pour un épargnant individuel.
Puis d'ailleurs, j'en profite pour souligner que le professeur Mignot, qui est avec nous, est un expert de l'encadrement juridique des régimes de retraite. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, sûrement que ça lui fera plaisir, lors de la pause à café, d'en discuter avec vous. Deuxième précision, c'est sur, je vous dirais, l'angle d'attaque qu'on a utilisé, nous, le groupe de recherche, pour faire nos travaux. Puis là, vous voyez à l'écran positivisme juridique. Je sais qu'il y a beaucoup de praticiens dans la salle, donc le but, ce n'est pas de faire trop de trucs théoriques. Le positivisme juridique, c'est quoi? Essentiellement, c'est le droit tel qu'on le pratique, les praticiens ici, c'est-à-dire quand on a une question juridique, on regarde les sources de droit qui ont été valablement adoptées par une autorité habilitée, que ce soit le législateur ou le régulateur dans le secteur financier. Mais un dernier point qui est important, c'est aussi des normes qui sont susceptibles de contraintes. Je fais la nuance parce que dans le secteur financier, il y a beaucoup de normes qu'on appelle extra-juridiques ou en littérature du droit mou. On peut penser à des codes de conduite volontaire, des directives, des codes d'éthique. Donc ça va venir orienter la conduite des acteurs, mais pour les fins de nos travaux, ce n'est pas du droit à proprement parler. Donc, quelques jalons historiques, très rapidement, juste pour vous démontrer que le questionnement de l'arbitrage réglementaire entre fonds distincts et fonds d'investissement, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années. Donc, le premier jalon que j'ai mis à l'écran, que je trouvais intéressant, c'est le rapport du Comité canadien d'études des fonds mutuels. Puis ce que ce comité-là met en perspective ou en lumière, puis qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, quand les assureurs se sont vus autorisés à faire des fonds distincts au début des années 60, la façon dont ça avait été réfléchi, c'était sur une base collective. Donc, l'ouverture aux assureurs de faire l'investissement, c'était pour concurrencer les sociétés de fiducie qui s'immisçaient de plus en plus dans l'administration des régimes de pension. Donc, je vous dirais que le glissement des assureurs vers l'offre de produits d'épargne sur une base individuelle, on pourrait presque dire que c'est un accident historique. Ce qui a d'ailleurs interrogé beaucoup les gens par la suite sur, justement, est-ce que c'est logique qu'il y ait un écart réglementaire entre ces deux canaux-là, le canal assurantiel, le canal des valeurs mobilières. Puis en 1995, les ACVM ont mandaté Glorianne Stromberg, qui était en fait une ancienne commissaire de la CVMO, pour faire une analyse justement de l'encadrement des fonds d'investissement. Puis elle en arrivait à la conclusion qu'il n'y avait pas de fondement rationnel à ces écarts réglementaires-là. Puis ce qu'elle proposait à l'époque, c'était de soumettre l'encadrement des fonds distincts à l'encadrement des valeurs mobilières. Donc par la suite, il y a eu d'autres travaux, je ne les regarderai pas tous, dans le détail, mais peut-être juste vous dire qu'il y a eu un certain effet d'entraînement, peut-être à partir de 2015-2016. Donc, il y a eu la création du groupe de travail sur les fonds distincts au sein du CCRRA, qui, en fait, a, je vous dirais, dégagé certaines recommandations ou certaines thématiques qui devraient être examinées pour niveler un peu l'écart qu'il pourrait avoir entre fonds distincts et fonds d'investissement. Puis c'est ce que je vais regarder avec vous. Et tout ça pour vous dire aussi, découle des objectifs de la régulation financière. Donc, il n'y a pas, sur une question des principes ou des objectifs, il n'y a pas de différence fondamentale entre le secteur de l'assurance et le secteur des valeurs mobilières. Les deux visent les mêmes objectifs classiques de la régulation, que sont l'efficience des marchés, protection des consommateurs, puis stabilité financière depuis particulièrement la crise de 2008. Mais dans l'assurance, dans le monde de l'assurance, protection des consommateurs, on utilise plus le traitement équitable du client. Donc, c'est un terme qui revient souvent dans la documentation. Puis, je vous ai mis à l'écran, justement, quand je vous disais que le groupe de travail sur les fonds distincts avait identifié des enjeux qui mériteraient de se pencher pour mettre au diapason les deux secteurs d'activité. Je vous les ai mis à l'écran. Je ne les aborderai pas tous dans mes constats. Mes co-chercheurs vont en traiter aussi dans le cadre de leur présentation. Pour ma part, ce qu'on a fait avec le groupe, c'est qu'on a analysé environ un peu plus de 40 jugements en matière de produits d'investissement qui sont offerts par les assureurs. On a comparé tout ça avec la jurisprudence qu'on analysait déjà depuis 2007 sur les valeurs mobilières. Puis ça nous a permis de dégager des constats ou des tendances. Je vais vous en présenter 3 pour les fins de la présentation. Premier constat qui est assez flagrant en jurisprudence, c'est la complexité des produits. Donc, quand on regarde les produits d'investissement offerts par les assureurs, c'est un constat qui est assez unanime en jurisprudence. Puis je voudrais que des fois, ça choque peut-être un peu le sens commun parce qu'il y a déjà quelqu'un dans le secteur financier qui m'avait dit les produits d'assurance, c'est pas très jazzé. Mais en même temps, je vous dirais, c'est sûr que ça dépend de notre point d'ancrage. Si on compare ça à un produit dérivé, ça ne l'est peut-être pas.
Mais c'est pour ça que je vous ai mis en haut de la diapositive à gauche une première citation que je trouvais intéressante, c'est « Notre point d'ancrage, ça doit être le commun des mortels ». Donc, c'est un peu ça que rappelait le tribunal. Et le commun des mortels, les études en littératie financière le démontrent, la majorité des gens n'ont pas une connaissance au niveau financier qui est très, très forte. Donc, premier aspect. Puis, deuxième aspect, tout ça est intensifié du fait que, en plus, ces produits-là ont une nature qui est à la fois celle d'un produit d'investissement puis celle d'un produit d'assurance. Donc, ça ajoute à la complexité. Et je vous ai mis d'ailleurs à la droite de la diapositive une photo d'un médecin, d'un juge et d'un avocat. C'était juste pour vous démontrer que le commun des mortels, en plus, souvent, c'est des gens que socialement on considère sophistiqués, qui ont des professions libérales, mais personne n'est à l'abri de ne pas comprendre son produit financier. Ça touche l'ensemble de la population. Une fois qu'on a dit ça, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on fait? Pour cartographier le problème, je pense qu'on peut se mettre au niveau du spectre de la relation commerciale, c'est-à-dire d'un côté, qu'est-ce qui pourrait reposer sur les épaules de l'épargnant? De l'autre côté, qu'est-ce qui pourrait reposer sur les épaules de l'industrie, notamment les intermédiaires ou les institutions financières? Donc, au niveau des épargnants, quelque chose qui était flagrant aussi au niveau des initiatives des régulateurs, c'est qu'il y a eu beaucoup d'engouement pour ce qui est de l'éducation financière dans les dernières années, ce qui est à saluer. On est d'ailleurs un groupe de recherche, donc on n'est bien évidemment pas contre l'éducation. Mais les ACVM vont relativement loin lorsqu'ils mentionnent, je vous ai reproduit à l'écran, quand on parle de l'énoncé de position 25404, normalement on dit la sensibilisation des investisseurs est le meilleur moyen d'assurer la protection des consommateurs. Donc, nous, on mettrait peut-être certaines nuances, c'est-à-dire, oui, on considère que l'éducation financière, c'est important, mais ce n'est pas non plus une panacée. C'est un côté de la médaille. Et le revers de la médaille, c'est quoi? C'est de voir comment est-ce que l'intermédiaire ou les professionnels du secteur financier, eux, peuvent être à même d'aider leurs clients, de bien les renseigner, parce qu'un autre constat qui était flagrant en jurisprudence, c'est que bien souvent, ce n'est pas seulement le consommateur qui ne comprenait pas, c'est le représentant aussi qui ne comprenait pas. Donc ça nous a amené à regarder, si le représentant ne comprend pas, c'est quoi la formation que ces gens-là ont pour offrir de l'investissement? Puis ce qu'on constate, c'est que la formation pour les représentants en assurance de personnes, elle est beaucoup plus minimale d'un point de vue investissement que ce qui se fait en valeur mobilière. Les deux, ce n'est pas une panacée. C'est sûr qu'on est bien au fait que le représentant en assurance de personnes n'offre pas que des produits d'investissement, donc c'est normal que sa formation touche d'autres aspects. Mais en bout de ligne, pour le consommateur, lui qui se fait offrir un produit d'investissement, est-ce que c'est normal qu'il y ait une différence qui est, somme toute, notable? L'autre nuance qu'on ferait, j'ai d'ailleurs deux amis dans la salle que je salue, là, Alexis et Dave, qui, eux, en fait, sont bacheliers en administration, sont planificateurs financiers. Donc, on est conscient aussi que quand les représentants ont d'autres formations ou ont une double certification, cette problématique-là s'amenuise. Mais nous, ce qu'on regardait, c'est le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire le représentant qui ne serait que représentant en assurance de personnes. Il nous semblait y avoir une problématique de ce point de vue-là. Donc, premier constat. Deuxième constat, qui ressortait aussi assez clairement de la jurisprudence, c'est les enjeux de rémunération puis d'incitatifs financiers. Donc, comme dans bien des domaines, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Le secteur financier, peut-être encore plus. Et ce qu'on constatait souvent, c'est que les consommateurs, souvent, qui poursuivaient, ne comprenaient pas nécessairement la structure de rémunération du produit qui leur était offert. Donc, encore là, si je reprends un peu je vous dirais, la même démarche que j'ai utilisée précédemment, si on se met sur le spectre de la relation commerciale entre épargnants d'un côté, les professionnels de l'autre, qu'est-ce que chacun peut faire? Bien, si on regarde au niveau de l'épargnant, les autorités d'encadrement ont déployé beaucoup d'énergie à faciliter la communication d'informations. Donc, par exemple, au niveau des fonds distincts, la ligne directrice sur les contrats individuels à capital variable prévoit des normes qui sont remises aux consommateurs. Au niveau des valeurs mobilières, le modèle de relation client-conseiller a été plus loin dans ses phases récentes, ce qui fait en sorte que dorénavant, les représentants doivent divulguer leur rémunération. Et je vous dirais même que tout récemment, une initiative de cette année, autant le secteur de l'assurance que des valeurs mobilières, on veut aller jusqu'à divulguer les coûts totaux, en fait, ce qu'on appelle le Total Cost Report. Donc, on veut aller encore plus loin. Donc, tout ça est une bonne chose, mais encore pour les propos qui avaient été énumérés par la professeure Craig, que je regarde là, mais qui est là, qui mentionnait justement qu'il y a une asymétrie
que le consommateur est dans une position de vulnérabilité qui n'est pas à même de tout comprendre. Nous, on croit que entre donner de l'information, je dirais noyer le consommateur dans beaucoup d'informations ou venir court-circuiter à la source certains comportements qui peuvent être répréhensibles, la deuxième solution est préférable. Et cette solution-là, c'est quoi? Bien, il y a des exemples. Par exemple, au niveau des fonds d'investissement, depuis déjà plus de 10 ans, tout ce qui concerne les concours de vente et les commissions de suivi sont soit interdits, soit balisés de manière très stricte. Et plus récemment, en ce qui concerne les frais d'acquisition reportés, ça a été carrément interdit depuis cet été. Au niveau des assureurs, la situation est plus nuancée, donc c'est pour ça que j'ai mis une flèche en pointillé. Les concours de vente ont fait couler beaucoup d'encre au fil des ans. Et actuellement, il y a une ligne directrice sur la gestion des incitatifs qui a été publiée pour consultation, mais elle n'est pas encore à vigueur. Et même chose pour les frais d'acquisition reportés, le CCRA s'est engagé à mettre ça de l'avant, mais il n'y a rien encore à l'heure actuelle. Puis tout ça est un petit peu préoccupant, surtout si on regarde le plus récent rapport d'observation consolidé du CCRA, qui dit essentiellement que, tout juste l'an dernier, les programmes incitatifs au niveau des assureurs contiennent encore beaucoup d'éléments qui sont quantitatifs et non pas qualitatifs, et que le processus de supervision souffre de certaines lacunes. Donc ça nous apparaissait être une problématique. Et j'irais même un peu plus loin. J'ajouterais que même si les lignes directrices viennent en vigueur, ce qui aurait pour effet, bien évidemment, de ramener à niveau un peu plus le secteur des valeurs mobilières avec celui de l'assurance, l'outil normatif qui est utilisé peut aussi nous amener certaines interrogations, c'est-à-dire la ligne directrice, parce qu'une ligne directrice, d'un point de vue des institutions financières, c'est l'expression d'une attente de l'autorité. Donc, quand on regarde la ligne directrice, on se rend compte que, contrairement à ce qui existe en valeur mobilière, ce n'est pas une interdiction formelle de recourir à des incitatifs. Ce qu'on vient de dire, c'est voici certaines pratiques qui pourraient augmenter le risque de traitement non équitable du client. Donc, après ça, ça va être de voir comment cette norme-là va être reçue par les assureurs, comment elle va être appliquée, mais nous, minimalement, on est d'avis que ça va probablement nécessiter une intensification de la supervision de ces pratiques-là pour voir justement comment les assureurs vont recevoir la norme. Dernier point, le constat, je trouvais ça intéressant, c'est plus un constat qui est prospectif, c'est-à-dire porté vers l'avenir. C'était pour vous amener à voir comment, nous, le groupe de recherche, on essaie de réfléchir en amont sur comment on peut justement harmoniser les fonds distincts et les fonds d'investissement. C'est qu'au niveau des mécanismes d'assistance et d'indemnisation, pour ceux qui sont un peu familiers, il y a vraiment une multiplicité de mécanismes qui s'appliquent selon la catégorie d'intermédiaire avec laquelle on fait affaire. C'est vraiment pas simple pour le consommateur. Et on a travaillé beaucoup là-dessus avec le groupe de recherche, mais un point qui est tout nouveau, là, les ACVM m'ont fait un cadeau au début du mois, c'est que, en fait, on a annoncé que le processus de l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement, qu'on envisage de rendre les décisions exécutoires. Donc ça, c'était une lacune qui était soulevée depuis nombreuses années. Le groupe de recherche, on l'avait soulevé. Puis également, la professeure Poonam Puri, qu'on a avec nous, a fait un audit de gouvernance de l'OSBI tout juste l'an dernier. Puis c'est également ce qu'elle soulignait, que l'absence de décision exécutoire, c'était une problématique. Donc ça, c'est à saluer. Nous, au sein du groupe de recherche, on est bien contents de cette mesure-là, mais ça nous a amené à la réflexion. Si on se transporte du côté assurantiel, puisque l'OSBI a ces mécanismes-là, l'équivalent, c'est les services de médiation et de conciliation de l'AMF. Est-ce que ces mécanismes-là vont être mis à niveau dans la mesure où la médiation est sur une base volontaire, que les décisions ne sont pas exécutoires, auquel cas on aura encore un autre exemple où il pourrait potentiellement y avoir de l'arbitrage réglementaire. Donc, c'est juste une remarque pour l'avenir. Tout ça m'amène à conclure, parce que je présume que le temps file, conclure en disant qu'est-ce qu'on fait pour un consommateur qui nous demande est-ce que je veux faire affaire avec, j'ai des besoins en services d'investissement, je veux faire affaire avec un professionnel. Bien, si on me posait la question, force serait de conclure qu'à l'heure actuelle, l'encadrement juridique pour les services d'investissement au niveau des valeurs mobilières est plus robuste que ce que fait l'assurance. Je vous dirai en même temps, sortez pas d'ici en résiliant vos polices d'assurance vie universelle. On ne dit pas que l'encadrement, il faut aller aussi loin, surtout que vous payeriez les frais d'acquisition reportés. Mais fait que l'encadrement d'assurance est quand même bon aussi. D'ailleurs, sur une note plus encourageante, il y a une mise à niveau qui s'intensifie avec les années. Donc, depuis 2016, les autorités de réglementation sont très proactives,
travaillent de concert pour mettre des initiatives communes. Donc ça, c'est à saluer. C'est dans le continuum des principes directeurs que la professeure Crête a présenté puis qu'on préconise. Le nouvel ONR en serait un autre. Et le dernier exemple, qui est mon exemple chouchou que je vous soumets, c'est le règlement sur le traitement des plaintes qui actuellement est encore en consultation, mais qui est vraiment justement une approche transversale où un seul régime unifié de plainte s'appliquerait tant aux institutions financières qu'aux différents intermédiaires. Donc, selon nous, c'est des types d'initiatives communes qui permettraient justement d'éviter les problèmes d'arbitrage réglementaire. Donc, voici le topo rapide. Je vous remercie pour votre attention. Ça me fera plaisir d'en discuter lors de la période de questions.